c'est effectivement la série de questions, il y en a 6, qui sont les plus fondamentales, qui devraient le plus vous passionner comme communicatrice, communicateur d'influence. D'une certaine façon, c'est que les réponses aux 6 questions que je vais présenter, c'est la genèse de votre stratégie. Et tout se passe là, c'est au lieu de vous intéresser à ce que vous avez à communiquer et votre programme, vous allez porter une attention, une passion, un intérêt à la perspective de la personne que vous tentez de rhabiller. Puis là, je vais juste vous donner un truc de base qui est à la base de la praxis, du réflexe à développer. Si vous étiez en promotion des saines habitudes de vie pour prévenir le diabète 2 chez les adultes, puis que votre programme était destiné à des adolescents, OK? L'erreur qu'on fait très souvent, c'est qu'on prend l'objectif et la raison d'être de notre programme, puis on en fait le message, mais sérieusement, qui irait voir un ado de 13-14 ans et lui dire « Fais de l'activité physique, ça va te permettre de prévenir le diabète 2 quand tu vas avoir 40 ans. » On dirait « Voyons donc. » Mais c'est la même chose avec à peu près toutes nos communications. Vous allez voir un maire pour dire « Vous savez, je veux participer au développement du plein potentiel des jeunes, etc. » Ça peut être aussi distant comme discours, même si ça peut vous frustrer comme promoteur, par exemple, de l'éducation ou de la persévérance scolaire ou peu importe. Pour le maire, peut-être c'est aussi distant que pour l'ado qui entend diabète 2, activité physique. L'idée, si on fait la promotion de l'activité physique chez un adolescent, c'est qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un adolescent à 13 ans qui pourrait l'amener à vouloir faire de l'activité physique. On va lui dire, si c'est d'être entre amis et avoir du plaisir, le message, c'est plus le diabète 2, c'est de parler du plaisir d'être avec des amis par l'activité physique. Donc, cette bascule-là de se mettre dans la peau de ce qui va motiver un ado de 13 ans, c'est un peu la même bascule pour un maire, une direction d'école, etc. Et pour faire ça, il faut se pencher. Alors, la première question, si vous avez répondu clairement à qui souhaitez-vous rejoindre, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, bien, la première question, c'est pourquoi cette personne-là vous dirait oui, je vais le faire. La réponse à cette question-là, ça se trouve dans quoi? Ça se trouve dans, si vous parlez à des gens dans le monde politique, c'est quoi le programme de leur parti? Pourquoi ils ont été élus? Pourquoi cette personne-là s'est engagée en politique? Quelles ont été les 2-3 motivations profondes de cette personne-là? Quel lien y aurait-il entre ce que vous souhaitez qu'elle fasse et ses priorités politiques? Une administratrice ou un administrateur de haut niveau dans une organisation qui n'est pas nécessairement un élu a probablement été promu à ce poste-là à cause de circonstances, de ses motivations, de ses compétences, de ses priorités. Quel lien pourrait-il y avoir entre ce que vous proposez et ces priorités-là? Donc, regardez ce à quoi ils ont dit oui et pourquoi ils ont dit oui récemment. Il y a des petits trucs du métier là-dedans. On peut aller voir sur LinkedIn qu'est-ce qu'ils ont dit sur Facebook récemment à propos d'une décision qu'ils ont prise et pourquoi, comment ils ont justifié ça. Lisez les rapports des conseils municipaux ou quand on vise des élus provinciaux, par exemple, il y a des minutes de ce qui s'est dit en chambre, puis vous regardez le discours et à quoi ils ont associé une décision. Ça vous donne plein d'éléments pour comprendre pourquoi ils diraient oui. Ce n'est pas nécessairement votre énoncé de mission. C'est leur énoncé de mission. C'est leur priorité. C'est leur motivation. Donc, ça ressemble à ça. Ça peut être aussi des obligations. Ça peut être des pressions. Ça peut être des attentes. Alors, voilà. Ça, c'est la première question. Pourquoi ils diraient oui? La question qui est un peu miroir, c'est pourquoi ils diraient non? Puis ça, l'autre terme pour ça, c'est quoi les freins?
qu'est-ce qui limite la capacité de la personne à vous dire oui ou qui est une motivation profonde de vous dire non? Ça peut être des priorités contraires, ça peut être d'autres engagements. Puis sur la planète Terre, on est défini souvent par le temps, l'espace, puis malheureusement dans notre monde, l'argent. Donc, il y a des limites. Il peut avoir, ça prend trop de temps, c'est trop compliqué, c'est trop loin, ça coûte trop cher, etc. Alors, encore une fois, soyez hyper pragmatique, puis des fois, moins pragmatique est lié à quoi ils ont dit non. Ils vous ont peut-être déjà dit non. Fait qu'essayez de vous rappeler pourquoi ils vous ont dit non. Puis quand on a un non, en passant, profitez-en pour en apprendre. Essayez de comprendre pourquoi il a dit non et demander pourquoi non. Ou parler à des gens influents qui auront pu mieux comprendre que vous les raisons. Donc, pourquoi non? C'est, encore une fois, des choses pragmatiques, concrètes. L'autre élément aussi qui va vous aider à répondre non, c'est pouvez-vous vous imaginer cette personne-là être très motivée à expliquer pourquoi ils vous ont dit oui, puis ils iraient dans les journaux, dans les médias ou devant leurs commettants, puis dire voici pourquoi je suis si fier de vous dire oui. Puis si dans votre tête, vous avez de la difficulté à imaginer cette personne-là avoir cet engouement d'annoncer le fait qu'ils vous ont dit oui, pourquoi ils diraient non? Puis très souvent, les gens en psychologie vous diraient c'est de la dissonance. Il y aurait de la misère à s'imaginer eux-mêmes annoncer fièrement qu'ils vous ont dit oui. Alors ça peut vous aider à comprendre pourquoi ils vous diraient non. Puis le truc du métier, c'est de travailler avec pourquoi ils diraient oui, pourquoi ils diraient non, puis s'assurer que votre façon de présenter les raisons de vous dire oui soient cohérentes pour la personne. Ça vienne renforcer leur croyance, leur engagement antérieur. L'autre question, c'est qui a de l'influence sur la personne que vous souhaitez rallier? Influence positive ou négative, ou voire neutre, c'est-à-dire que la personne est influente, mais pas nécessairement au sujet de votre requête. Alors, ça va être la genèse d'une stratégie. Tantôt, vous allez voir, on va utiliser la réponse à cette question-là. La personne que vous tentez de convaincre ou les personnes que vous tentez de convaincre risquent de consulter d'autres personnes avant de vous dire oui ou non. Qui sont ces personnes? Tantôt, on parlait, il y a 13 préfets ou maires qui siègent à une instance. Ces 13-là vont se parler entre eux, mais ils risquent de consulter des gens. Ils peuvent consulter des gens proches d'eux sur le plan personnel, conjoint-conjointe, ça peut être des amis, ça peut être des anciens collègues de classe, ça peut être des voisins, ça peut être bien sûr des gens dans le réseau formel, consulter un expert, d'autres maires, d'autres directions d'école. Donc, qui a de l'influence? Puis ces personnes-là qui ont de l'influence, leur influence va-t-elle aller dans le bon sens? C'est-à-dire qui pourrait convaincre, participer à votre exercice de conviction ou de persuasion? Et parmi les personnes influentes, est-ce qu'il y a des gens qui ont des réserves? Et quelles sont ces réserves-là? Qui sont-ils? Qui sont-elles? Et quelles sont les réserves qui pourraient être exprimées? Ça, c'est très stratégique aussi, vous allez voir, évidemment. Ensuite, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre influent, un leader parmi le milieu municipal, dans le milieu municipal, d'autres directions d'école qui ont essayé la solution que vous préconisez et ça a fonctionné? Mais le plus important, c'est qui sont les leaders d'opinion qui auraient déjà adopté la solution que vous préconisez. Ça va être un élément très, très utile dans votre stratégie, de pouvoir citer ces gens-là. C'est très rassurant pour un décideur de savoir que quelqu'un qu'il admire a déjà adopté la solution et ça a fonctionné. Si vous tentez de rejoindre plus d'un décideur, tantôt on avait l'exemple en milieu municipal, il peut y avoir un conseil municipal, il peut y avoir un regroupement quelconque, et on doit rallier
5, 10, 20 personnes pour avoir un oui officiel. Alors là, il y a un principe qui s'appelle la segmentation, c'est-à-dire que parmi les gens que vous tentez de rejoindre, il y a certainement des adhérents de la première heure, des gens qui vont vous dire oui, attendent juste ça, ils ont hâte que vous veniez leur demander, ils vont vous dire oui. Il y aura toujours à l'autre extrême des gens avec beaucoup de réserve, voire une attitude négative. C'est normal, attendez-vous pas à avoir l'unanimité. Et le plus important dans une stratégie d'influence quand on tente de rejoindre une majorité, et non la totalité, c'est les gens entre les deux. C'est-à-dire les gens qui sont présentement dans un peut-être, mais ils sont quand même ouverts. Il y a une possibilité de les convaincre. Alors là, vous pouvez procéder à l'identification des premiers adhérents, les gens sur lesquels vous pouvez compter d'entrée de jeu. Vous pouvez identifier les gens qui auront une grande réserve ou qui s'opposent à la mesure que vous vous apprêtez à promouvoir. Il y a des gens dans le milieu. Et si vous pouvez faire l'analyse de pourquoi ils vous diraient oui, non, qui a d'influence et est-ce qu'il y a un leader, puis faire une analyse segmentée de ces 3 segments-là, ça va aussi vous donner des éléments stratégiques. Et vous pouvez créer ensuite un momentum d'adhésion en partant des gens qui vous diraient oui, puis d'aller faire des gains dans le milieu, sachant très bien que vos opposants sont peut-être aussi de bons communicateurs d'influence, puis ils vont peut-être tenter de convaincre les gens dans le milieu de dire non. Alors, il faut être très lucide, très conscient de ces dynamiques-là. La dernière question, quand on fait une analyse de public ou de décideurs, c'est par quel canal, activité ou événement on pourrait rejoindre là où les personnes à rallier. Alors ça va être la genèse de votre stratégie de communication en termes de choix de canaux et d'activités. Et vous savez, le premier réflexe en communication, c'est de tenter d'amener les gens chez nous. Or, un bon communicateur se déplace. Donc, votre public cible peut se rencontrer dans des lieux formels comme un conseil municipal ou une réunion de direction d'école, etc. Mais il y a d'autres lieux, ça peut être des lieux de formation, ça peut être des congrès, ça peut être des rencontres dans la collectivité que vous desservez. Donc, des canaux de communication. Est-ce que cette personne-là est sur les médias sociaux? Est-elle inscrite à des infolettres d'associations professionnelles? Est-ce qu'elle se rend à des événements dans votre localité ou des événements professionnels, etc., etc. Est-ce que cette personne-là joue au golf ou a une autre activité physique ou est membre de groupe? Alors, ça va être autant de canaux éventuels dans votre stratégie. Là, pour le moment, vous ne faites que colliger les endroits éventuels, les canaux éventuels, mais c'est un exercice à faire à ce moment-là. Alors, 6 questions de base fondamentales qui exigent de vous intéresser à la personne que vous tentez de rejoindre pour ensuite mieux préparer votre stratégie.